Bonsoir tout le monde. On remercie tout d'abord le lieu-dit et Hossein de son accueil et de son hospitalité qui devient coutumière mais qui est toujours extrêmement agréable. Donc je présente en quelques mots le CVUH, donc le comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire. Fondé en 2005, il y a ici Michèle Riot-Sarcey qui est une des 3 cofondatrices, avec Gérard Noiriel et Nicolas Offenstadt. Le collectif donc a pour but, comme son nom l'indique, c'est-à-dire comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire, d'intervenir pour réfléchir de façon critique sur la façon dont l'histoire est utilisée, médiatisée, instrumentalisée, le cas échéant, dans l'espace public, médiatique, quelles que soient les formes, par aussi bien son site, maintenant très actif, des enregistrements et des réunions, des journées d'études ou des soirées autour d'un livre comme celui-ci, des livres aussi, puisqu'on a fait un certain nombre de livres collectifs ou individuels, et puis des publications de textes, d'articles sur le site auxquels vous êtes cordialement et très chaleureusement invités à participer si vous le souhaitez. Et c'est aussi une association. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site, adhérer directement en ligne. Et ça nous ferait bien plaisir, d'abord parce que plus on est nombreux, non pas plus on est de fous, mais plus on est actifs. Et puis d'autre part, on a besoin de nous renouveler et on a besoin d'adhérents nouveaux et 209. Donc vraiment, bienvenue à vous. Voilà, je ne vais pas dire plus de choses et prendre la parole trop longtemps. Je cède la parole à Benjamin, Benjamin Deruel, qui a donc dirigé ce volume sur quand l'histoire sert à faire la guerre. Il expliquera d'où provient le titre, même si vous vous en doutez un peu. Et il y a à côté de lui donc Sophie Hulot, il y a Éric Honoble et il y a Laurent Colantonio qui ont donc participé à ce volume et dont on va pouvoir entendre voilà, les contributions qui seront absolument passionnantes. Soyez-en sûrs. Merci et à toi Benjamin. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'abord d'être là ce soir. Merci au CVUH de nous donner l'occasion de présenter cet ouvrage. Dans les remerciements, il ne faut pas oublier non plus effectivement les éditions Le Méac et les presses universitaires du Septentrion, puisqu'il s'agit d'une coédition franco-canadienne. Nous remercions bien entendu... nous remercions également bien entendu le lieu-dit de nous accueillir ce soir. Et puis j'aimerais aussi remercier non seulement les collègues qui sont présents ce soir, mais tous les collègues qui ont accepté de participer à cet ouvrage, parce que les contraintes étaient importantes, et notamment les contraintes de temps. Et je les remercie d'autant plus qu'ils ont accepté de renoncer à leurs droits d'auteur, puisque l'ensemble des droits qui seront perçus sur la vente de ces ouvrages sont reversés à la Croix-Rouge, dont on connaît l'investissement sur tous les fronts. Et aujourd'hui, nous venons vous présenter un ouvrage, et je pense parler au nom de l'ensemble de l'équipe, un ouvrage que nous aurions aimé ne pas écrire. Car sans le discours de Vladimir Poutine le 21 février 2022, dans lequel il reconnaissait donc l'indépendance des territoires séparatistes ukrainiens, sans l'invasion de l'Ukraine par la Russie 3 jours plus tard, bien cet ouvrage n'aurait pas vu le jour. Donc un livre écrit presque à contre-cœur, parce que son existence a donc été conditionnée par une nouvelle utilisation de l'histoire pour justifier une intervention militaire. Et donc la question qui s'est posée à nous assez rapidement, c'était de savoir ce que nous pouvions faire dans cette situation, comment agir à notre échelle en tant qu'historien, comment alerter aussi face aux usages de l'histoire dont les conséquences se traduisent, on le voit tous les jours, par la violence et par la mort. Et donc, en quelques semaines, nous avons réussi à réunir une équipe d'une douzaine de chercheurs et de chercheuses qui ont accepté de participer à cette entreprise, en rédigeant chacun, dans leur domaine de spécialité, un chapitre sur un moment du passé lors duquel l'histoire a été mobilisée, dévoyée, voire instrumentalisée, pour justifier donc la guerre. Et donc l'objectif
était de produire un livre qui soit tout à la fois dense, sans être trop érudit, afin de toucher un public qui soit plus large que celui des universitaires. Donc fournir au lecteur des bases solides, mais tout en souhaitant également le laisser réfléchir par lui-même, et donc ne pas asséner de grandes vérités qui reposeraient sur de simples arguments d'autorité. Et donc nous souhaitions également éviter autant que possible de tomber dans un discours moralisateur. Et donc, dans cet ouvrage, nous avons décidé de traiter autant de la guerre étrangère que de la guerre civile, et autant des guerres d'agression que des guerres de libération. Alors le contrat pour les auteurs n'était dès lors pas simple, puisqu'il s'agissait de produire des textes courts, une dizaine de pages maximum, sous la forme d'essais, donc rédigés sous la forme d'essais, et donc avec un appareil critique très réduit. Alors les auteurs avaient la difficile mission finalement de présenter aussi simplement que possible des moments complexes de l'histoire et à la charge symbolique parfois encore très importante, voire extrêmement actuelle, puisque l'ouvrage s'ouvre sur un chapitre sur l'intervention spéciale, la guerre en Ukraine bien entendu. Et tout ça sans sacrifier la rigueur de l'analyse historique. Et donc pour leur simplifier la tâche, lorsque je les ai contactés, je leur ai demandé de rendre un texte pour le mois de juin 2022, alors que se dessinait tranquillement le mois de mars. Alors afin que l'ouvrage puisse trouver un public plus large que celui des universitaires, nous avons fait deux choix à l'origine. D'abord celui de l'adoption d'un ordre antéchronologique, qui peut surprendre quand il s'agit d'un ouvrage écrit par des historiens, mais qui permet, à notre sens, d'accompagner le lecteur dans une progression depuis des situations qui sont les plus familières pour lui, vers d'autres, plus éloignés dans le temps, qui traitent souvent d'enjeux qui, justement, lui sont moins familiers. Et puis le deuxième choix, ça a été celui de l'éditeur. Le choix de l'EMEAC est en effet pas un hasard. C'est un petit éditeur montréalais qui possède une collection consacrée à la diffusion du savoir historique. Une collection qui est dirigée encore actuellement par Karl Bouchard, qui est aussi un des contributeurs de l'ouvrage. Et puis pour garantir la diffusion de l'ouvrage aussi bien au Québec et en Amérique du Nord qu'en Europe, très tôt, nous avons décidé de passer une convention entre le MEAC et les presses universitaires du Septentrion, de manière à ce que l'ouvrage puisse être aussi distribué en Europe, parce que les conditions de circulation du livre entre l'Europe et l'Amérique du Nord sont extrêmement compliquées. C'est difficile en Amérique du Nord de trouver des ouvrages publiés en France ou en Europe, et l'inverse est tout aussi vrai. Et donc Stéphane Michonneau, qui n'est pas encore arrivé, mais qui devrait nous rejoindre tout à l'heure, qui est le directeur des presses universitaires du Septentrion, a été assez enthousiasmé par le projet, et les choses ont dû se faire extrêmement vite. Et si donc nous pouvons vous présenter aujourd'hui le livre qui est sorti au mois d'avril à Montréal, le livre français qui sortira donc aux presses universitaires du Septentrion sera disponible à partir du mois de septembre seulement. Alors dans cet ouvrage, nous sommes donnés trois objectifs principaux. Le premier était de rappeler d'abord que l'instrumentalisation de l'histoire, à laquelle nous avons tous assisté le 21 février 2022, n'était pas un cas isolé, et surtout que ces instrumentalisations, ces détournements, avaient aussi une histoire. Nous avions le projet d'historiciser finalement ce à quoi nous étions en train d'assister. Et donc effectivement, depuis l'Antiquité, le chapitre qui a été rédigé par Sophie Hulot et Simon Cahagnier, on sait très bien que des personnalités politiques ou religieuses se sont appuyées sur l'histoire pour justifier le passage à la violence. Parce que l'histoire a ceci de particulier, qu'elle a le pouvoir à la fois d'illustrer des valeurs, de forger les imaginaires, de structurer les identités, et donc elle a souvent été convoquée pour légitimer le recours à la force armée. Et par ailleurs, comme le livre essaye de le montrer, les impératifs de la guerre, une fois qu'elle est ouverte, reconfigurent eux aussi le passé en produisant de nouveaux discours sur l'histoire, comme le souligne parfaitement Éric dans son chapitre sur la guerre en Ukraine.
Et donc il était important pour nous que l'ouvrage revienne sur les modalités de cet usage de l'histoire, qu'il montre aussi les continuités tout autant que les spécificités temporelles ou spatiales de ces usages, et qu'il le fasse non seulement pour l'Europe, mais aussi pour les autres continents qui sont représentés, notamment l'Afrique, l'Asie et l'Amérique dans le livre. Alors, les chapitres proposent de cette manière un parcours qui s'étend donc de l'Antiquité romaine à la guerre en Ukraine, en passant par le Moyen-Âge et l'époque moderne, bien entendu, mais aussi des plaines d'Abraham à Québec, à l'Asie du Sud-Est, en passant par l'Amérique du Sud, l'Afrique et la mer Baltique. Le deuxième objectif que nous nous étions fixés, c'était que les chapitres envisagent les conséquences à long terme de cette instrumentalisation de l'histoire. Car si l'histoire ne permet bien évidemment pas de prédire l'avenir, elle a néanmoins cette capacité, par analogie, de mettre les événements actuels en perspective. Et donc, de véritables guerres de mémoire prospèrent encore aujourd'hui. L'ouvrage montre que de véritables guerres de mémoire prospèrent encore aujourd'hui sur les cendres des conflits passés. C'est ce que montre par exemple Christopher Gottschalk dans son chapitre sur la Chine et le Vietnam, qui entretiennent encore aujourd'hui des versions de l'histoire de leurs relations diplomatiques et militaires qui sont très différentes de part et d'autre de la frontière depuis 1979. De montrer également qu'il est impossible, bien entendu, de dire de quoi l'avenir sera fait, mais que l'histoire nous apprend cependant que les manipulations de l'histoire d'aujourd'hui sèment aussi les germes des conflits de demain. Et ça, c'est ce que montre parfaitement Éric, qui évoque en effet le fait que ça fait plus de 20 ans finalement que deux versions de l'histoire de l'Ukraine s'affrontent de part et d'autre de la frontière russe. Et puis le troisième objectif que nous nous étions fixés était il nous semblait important que notre ouvrage rappelle, même modestement et à son échelle, que les frontières entre l'histoire et la mémoire sont ténues et que les franchir n'est pas anodin. Car si l'histoire partage avec la mémoire le même matériau, le passé, eh bien la première tente de se prémunir des dimensions morales et émotives de la mémoire, ainsi que des pressions sociales, politiques et religieuses qui pèsent sur elle. Et donc il s'agissait pour nous de rappeler cette tension finalement entre d'un côté la compréhension et de l'autre côté les usages sociaux du passé, et la capacité aussi de la méthode critique d'objectiver la documentation et les événements. Une chose qui nous semblait d'autant plus importante que l'Internet et les réseaux sociaux contribuent aujourd'hui à l'effacement des distinctions entre l'histoire d'un côté et la mémoire de l'autre, entre le croire et le savoir, et entre l'historien, l'amateur d'histoire et le manipulateur. Et donc nous souhaitions donc dire à nouveau qu'aujourd'hui, plus que jamais, la connaissance du passé reste essentielle, car les vertus éducatives et critiques de la méthode historique aident non seulement à comprendre le monde actuel et ses dynamiques, mais aussi à se prémunir contre les instrumentalisations de l'histoire et la désinformation. Et je crois, j'espère en tout cas, que le livre montrera que là réside sans aucun doute possible aujourd'hui l'un des nouveaux champs d'action de l'historienne et de l'historien. Alors dans le reste de notre échange, je vais d'abord commencer par vous présenter les auteurs qui sont présents. À la suite de ça, j'ai préparé 3 questions. Nous avons préparé 3 questions que je vais leur poser successivement. Mais si vous avez envie d'échanger avec eux, n'hésitez surtout pas à prendre la parole à la suite de chaque question, à la suite de chaque réponse, pour leur poser vos questions, pour nous faire profiter aussi de vos réflexions, parce que nous avons envisagé cette rencontre aussi comme un échange avec vous. Voilà. Alors aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir donc Sophie Hulot, qui est maître de conférence à l'Université de Paris 1, maître de conférence en histoire romaine, et qui a rédigé donc l'avant-dernier chapitre de l'ouvrage consacré à la question de la guerre juste à l'époque de la République romaine. Nous avons aussi Éric Honoble, qui est donc
maître assistant, je dis pas de bêtises, chargé de cours à l'université de Genève, spécialiste de l'Ukraine, et qui a rédigé donc le premier chapitre sur la guerre en Ukraine qui se poursuit encore aujourd'hui. Et puis nous avons Laurent Colantonio, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'Université du Québec à Montréal, qui est un spécialiste de l'Irlande et qui a rédigé donc un chapitre sur les Pâques sanglantes, le déclenchement des Pâques sanglantes en Irlande. Voilà. Alors la première question que je vais vous poser, celle que nous avons préparée ensemble, ça serait tout simplement de présenter votre article et de nous dire comment vous avez envisagé son inscription dans l'ouvrage et dans ses objectifs. Je commence. Bien, merci. Bonjour à tous et à toutes. Alors l'article que j'ai co-rédigé, puisqu'en fait ça a été un article écrit à quatre mains avec Simon Cahagnier, s'intitule « Une guerre peut-elle être juste ?» des usages romains de l'histoire dans les entrées en guerre. Alors, c'est un article qui a pour champ chronologique la République romaine, donc on se situe avant Jésus-Christ, du 3e siècle avant Jésus-Christ au 1er siècle avant Jésus-Christ. À un moment où les Romains, finalement, justifient ou tentent de justifier leur conquête, parce que leur conquête s'intensifie et se déploie sur tout le bassin méditerranéen. Et quand Benjamin nous a demandé d'écrire cet article, on a eu pour première réaction de se dire « mais en fait, il n'y a rien ». On ne va pas trouver d'instrumentalisation de l'histoire par les Romains, c'est impossible, on n'en a jamais lu, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un paradoxe, on a finalement trouvé, je vous rassure, parce que les Romains avaient cet idéal de la guerre juste, c'est-à-dire la guerre défensive, pour se défendre soi ou ses alliés, et la guerre vraiment déclarée dans des conditions très claires. Et donc, pour nous, ça ne faisait pas sens qu'ils fassent appel à l'histoire pour la justifier, parce que l'histoire n'était pas un casus belli immédiat. Et en fait, on a trouvé. Donc merci d'avoir ouvert cette perspective-là. Et les Romains, en fait, faisaient preuve de ce qu'on appelle de la realpolitik, c'est-à-dire une politique réaliste. Et finalement, ils ont utilisé et instrumentalisé l'histoire. Alors, nous, on était déjà très contents d'avoir été appelés, parce que souvent dans les livres transpériodes, l'histoire antique est un petit peu oubliée. Donc, déjà, c'était une première chose. Et donc, on a essayé de réfléchir sur cette base juridique, finalement, qui fonde quand même beaucoup de choses pour le futur. Cette guerre juste, cet idéal de la guerre juste, qui ensuite est apparu dans d'autres périodes. Et puis, on a voulu donc mobiliser des personnages relativement connus de l'histoire romaine. En fait, nous, on n'a pas travaillé sur un seul exemple, parce qu'il n'y avait pas un seul exemple assez fourni, mais sur une multitude de petits exemples qu'on a mis en série. Et donc, on a fait intervenir César, Cicéron, Caton, Antoine, Scipion, des grands noms de l'histoire romaine qui évoquent peut-être quelque chose au lecteur. Mais on ne voulait pas non plus nier les spécificités et parfois, on va dire, la technicité de notre période, tout en essayant de la rendre accessible, mais ça n'a pas été facile. Voilà pour la présentation de mon article, et je passe la parole. Merci. Alors, en ce qui me concerne, quand j'ai reçu la sollicitation de Benjamin, j'aurais envie de dire que j'ai été très content. Alors, très content sur le fond d'une immense désolation que je partage avec, je pense, la plupart des spécialistes de la Russie, de l'Ukraine, du monde soviétique ou post-soviétique. Mais pourquoi content quand même? Parce que pour moi, c'était l'occasion d'aller contre une vérité qui s'est imposée dès le début de la guerre et à l'édification de laquelle j'ai par certains côtés aussi participé, c'est-à-dire que la guerre entre la Russie et l'Ukraine s'expliquerait par l'histoire. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui s'est mis en place extrêmement rapidement. Alors déjà par Vladimir Poutine qui avait publié une espèce de longue dissertation
publication de 25 pages au mois de juillet 2021 qui s'appelait « De l'unité du peuple russe et du peuple ukrainien », où il remontait sur plus de 1000 ans d'histoire. Quelque chose qui a trouvé aussi du répondant du côté ukrainien, c'est-à-dire qu'il y a eu y compris une réponse officielle de la section d'histoire de l'Académie des sciences d'Ukraine à ce texte de Vladimir Poutine, et puis surtout quelque chose qui, dans nos pays, a été très rapidement renforcé. Il y a un nombre très important de journaux, revues qui ont publié des numéros spéciaux hors série, etc., sur l'histoire de l'Ukraine et de la Russie. Et le problème, c'est que indépendamment, alors évidemment de la part de Vladimir Poutine, pouvait pas attendre grande objectivité ni même de méthode scientifique, mais même quand des spécialistes ont été sollicités par des publications sérieuses, comme ça a été la plupart du temps le cas dans nos contrées, le simple fait de partir de la guerre pour remonter vers l'histoire, ça induit une causalité, c'est-à-dire que l'histoire s'explique par la guerre. Et du coup, ensuite, voilà, c'est fait. Hein. Pourquoi est-ce qu'il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine ? Parce que les Russes et les Ukrainiens se détestent, se sont déjà fait la guerre. Puis bon, ça marche à tous les coups. Hein. Pourquoi est-ce qu'il y a eu la guerre de 39-45 ? Parce qu'il y a eu la guerre de 14-18. La guerre de 14-18 parce qu'il y a eu celle de 70. Et puis on pourrait sans doute remonter, et je passe sur la guerre de 100 ans et les bonnes relations franco-britanniques. Le problème, c'est qu'avec ça, on ne peut que sanctifier la situation présente, et y compris sous couvert d'un discours scientifique, voire critique, voire opposé à la guerre, on se retrouve à, au contraire, la renforcer en lui donnant un caractère naturel. Donc j'ai essayé dans mon article, au contraire, d'aller à l'encontre de tous ces discours historiques qui s'opposent entre Russie et Ukraine, mais qui ont quand même un point commun fondamental de postuler le fait qu'il y a une opposition totale, alors que quand on regarde justement ce millénaire d'histoire, pour reprendre le cadre chronologique de Vladimir Poutine, on s'aperçoit que les choses sont beaucoup moins simples qu'elles ne paraissent. Alors déjà parce que l'État russe est quelque chose d'assez récent. Voilà, l'Empire russe a été proclamé au début du XVIIIe siècle, et l'appellation de Russie pour désigner l'État dont la capitale était Moscou remonte au milieu du XVIIe siècle. Avant, il n'y a pas de Russie, il y a la Moscovie. Et la Moscovie, comme son nom l'indique, c'est la principauté de Moscou. Alors qui a des tendances expansionnistes à ces époques-là plutôt vers l'Est que vers l'Ouest, mais ça n'est que la Moscovie, ce n'est pas la Russie. Du côté ukrainien, à le terme d'Ukraine, il apparaît, alors plutôt en France d'ailleurs que sur place, sur des cartes aussi du XVIIe siècle. Auparavant, on l'utilise peu, et puis on cesse assez rapidement de l'utiliser parce que les territoires sont incorporés justement dans l'expansion de l'État russe, puis dans l'Empire russe, et donc l'État ukrainien, il apparaît une première fois au XXe siècle avec un essai de République populaire d'Ukraine pendant la période révolutionnaire 1917, 1918, 1919, et dans le cadre soviétique, il y a une république socialiste soviétique d'Ukraine qui pose d'ailleurs des problèmes aux cartographes français. C'est quelque chose d'assez drôle d'aller regarder des vieux atlas historiques des années 30, 40, 50 et un cartographe français ne comprend pas que dans un État puisse y avoir d'autres États. Donc on voit des jeux de typographie entre Union des républiques socialistes soviétiques, écrit en plus gros Russie, écrit en plus petit Ukraine, et il y a tout un tas de jeux comme ça. Mais voilà, donc on a affaire à des États qui sont assez récents,
Et donc, cette logique d'une guerre ancestrale, elle est tout simplement fausse, et c'est ce que j'ai essayé de prouver dans mon article en disant justement qu'il n'y avait pas du tout de fatalité historique à cette guerre. Alors, par rapport à ce que vient de présenter Eric, on va faire un retour, un petit siècle en arrière. On va se projeter plus à l'ouest, disons la périphérie même occidentale de l'Europe, à Dublin, le lundi de Pâques 1916, au moment du déclenchement d'une insurrection nationaliste qui dure une semaine, qui est écrasée par l'armée britannique en à peine une semaine, mais qui est devenue ensuite la glorieuse défaite fondatrice de l'Irlande indépendante, en fait. Alors, pour être un petit peu plus précis, au matin du 24 avril 1916, donc on est en pleine guerre mondiale, une minorité d'insurgés, peut-être 1500 personnes, occupent plusieurs lieux stratégiques de la capitale irlandaise, donc de Dublin, en particulier la Grande Poste, pour ceux ou celles qui sont allés à Dublin, la Grande Poste dans la rue principale de Dublin, qui devient le quartier général de l'insurrection. Et là, quelques minutes plus tard, le commandant en chef de l'insurrection, qui est un poète, Patrick Pearse, ressort avec à la main une affiche, la proclamation de la République, et puis là, à voix haute, il la lit dans la rue, devant très peu de monde, en réalité. Bon. Et c'est cette affiche, c'est cette proclamation qui est au cœur de mon chapitre. Alors, elle est reproduite, page 98 du livre. Vous verrez, elle est une quarantaine de lignes. Ça a été fait au dernier moment. C'est tout assez mal présenté. Elle est placardée aussi partout dans les rues pendant une semaine à Dublin. Et elle est devenue vraiment iconique en Irlande depuis. Cette proclamation, elle instaure la République. Elle énumère certains points d'un programme politique aussi. Elle met en avant certaines valeurs. Et puis, chose qu'on relève beaucoup moins souvent, c'est aussi une déclaration de guerre. Et une déclaration de guerre à la Grande-Bretagne, un appel aux armes qui tire sa force de l'inscription dans l'histoire. Et donc c'est là que finalement l'étude de cas rejoint le thème du livre. Parce qu'en effet, dans le texte, l'enracinement dans le passé est mobilisé pour légitimer la prise d'armes contre la Grande-Bretagne, prise d'armes qui se fait, donc je cite les premières lignes de la proclamation, au nom des générations disparues, desquelles l'Irlande a reçu sa tradition ancienne de nation. Voilà, ça commence comme ça à peu près. Dans la proclamation, Pearse, qui est aussi le principal rédacteur en fait du texte, ressuscite les fantômes, et j'utilise le terme parce que Pearse est obsédé par les spectres, les fantômes du passé, qui reviennent sans arrêt hanter le présent et qu'il ne faut pas cacher, il faut vivre avec. Donc il ressuscite ces rébellions passées pour appuyer et pour valider finalement le présent d'une insurrection en 1916. Présent de la guerre de libération. Alors, la question qui est intéressante à se poser peut-être, c'est quels sont ces épisodes du passé qui sont mobilisés et pourquoi, qui se trouvent réactualisés, comment s'est opérée la sélection. Alors là encore, je reviens à ce qui est dit dans la proclamation. Il est écrit la chose suivante: 6 fois au cours des 300 dernières années, donc c'est précis, oui, 6 fois au cours des 300 dernières années, le peuple irlandais a affirmé son droit à la liberté et à la souveraineté nationale, les armes à la main. Mais alors, ce qui est curieusement, aucun des 6 épisodes n'est finalement directement désigné. Et donc, c'est tout à l'heure, peut-être, je reviendrai, j'en garde un petit peu, sur ce que ces omissions, finalement, peuvent nous dire sur l'usage de l'histoire dans cette proclamation de 1916. Voilà. Merci. Est-ce que d'ores et déjà, certains d'entre vous aimeraient intervenir ou interroger les auteurs? Oui, Christian. Oui, pour Eric, est-ce que finalement les usages politiques, enfin, on peut parler d'usages politiques là, de l'histoire, servent toujours une vision fataliste et déterministe de l'histoire finalement? C'est-à-dire que c'est avant tout pour expliquer un enchaînement
qui serait un peu inéluctable, linéaire, etc. C'est ce que tu as voulu dire peut-être ou... Je ne sais pas. Alors, justement, je ne visais pas tant les usages politiques de l'histoire que les usages presque académiques. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a frappé, mais encore une fois, j'y ai participé, c'est-à-dire que je jette pas la pierre aux collègues, j'en fais partie, c'est que tout ce qu'on a pu écrire depuis le début de la guerre sur la sollicitation des médias pour expliquer, décoder, ça revenait en fait à dire que bah oui, c'était inévitable qu'il y ait une guerre. Et c'était contre ça que je voulais aller. C'est presque plus, comment dire, plus pervers que le côté usage politique. C'est-à-dire qu'encore une fois, le texte de 25 pages de Vladimir Poutine, on sait qui est Vladimir Poutine, donc on se doute bien que s'il s'intéresse d'un seul coup à 1000 ans d'histoire, c'est pas juste par intérêt intellectuel. Par contre, quand on est sollicité en tant que spécialiste, le problème, encore une fois, c'est que... Alors ça c'est quelque chose, c'est pas une découverte. Hein. À la base, je travaille sur l'Union soviétique. Ça m'avait beaucoup frappé. J'avais fait un bouquin en 2017 sur comment la révolution russe avait été vue en France. Ce qui était extraordinaire, c'est que tant que l'URSS était debout, la plupart, disons le consensus historique français était de dire que, bah oui, la révolution de 1917... répondait à une espèce de nécessité historique, pouvait être d'accord, pas d'accord, regretter, mais ça correspondait à l'histoire du pays. Et puis à partir de 91, ah ben non, elle n'était plus du tout légitime. Ben là, il y a la guerre, donc la guerre est légitimée par l'histoire. Et c'est contre ça que je voulais aller, plus que sur des usages politiques qui sont plus directement identifiables, en fait. Mais alors, comment tu as trouvé le fil pour expliquer ce qui n'est pas inévitable? Ça correspondra peut-être aux prochaines questions. D'accord. Alors, à moins qu'il y ait une autre... Alors, je pose... Ah, si, pardon. Une question très courte à Sophie Hulot. Du coup, le rapport à l'histoire dans la République romaine, du coup, c'est l'histoire comme genre, ce sont des analystes, dans quelle mesure et selon quel type de guerre, parce que je connais... Enfin, vaguement, très très vaguement ça m'a intéressé, mais il y a longtemps. Et donc, dans quelle mesure y a-t-il des gens et quand qui se disent historiens avant Tacite, avant les grands auteurs répertoriés comme tels? Voilà, c'était ça ma question. Alors là aussi, en fait, ça anticipe légèrement sur la deuxième question, mais c'est très bien. Non, effectivement, hein, chaque peuple, chaque période a son propre rapport à l'histoire. Alors effectivement, chez les Romains, il y avait des historiens qui ont écrit l'histoire, mais il faut comprendre que la plupart de l'histoire, c'était oral. Et donc, en général, et là c'est ce qu'on a fait pour notre article, on divise le genre historique en plusieurs choses. Et nous, on a voulu distinguer la mémoire, d'une part, de ce qu'on appelle les exemples. Alors, je m'explique, comme ça j'anticipe. La mémoire, c'est la mémoire humaine, la mémoire vive, c'est-à-dire ce que chaque Romain se rappelle du passé ou, à la limite, de ce que ses ancêtres se rappelaient du passé. Voilà. Et puis les exemples, c'est une histoire en fait beaucoup plus décontextualisée et exemplarisée, c'est-à-dire que les Romains prenaient des grandes figures de l'histoire, des grands hommes de l'histoire, et en faisaient des exemples parfaits, soit de vertu, soit au contraire de vice. Et à partir de ces exemples, qui étaient complètement recréés, ils en tiraient une leçon morale. Il faut bien comprendre que pour les Romains, dès le départ, en fait, l'histoire a une fonction morale. Qu'elle soit écrite ou qu'elle soit orale, ils ne conçoivent pas l'histoire juste pour la beauté de la science. C'est vraiment, ça a une visée d'édification, et notamment d'édification des jeunes générations. Je ne sais pas si j'ai
répondu. Non, mais en fait, pour la période qu'on a étudiée, on n'a pas d'historiens qui ont écrit encore. C'est trop tôt. Parfait. Alors, je pose ma seconde question donc, à nos trois auteurs. Donc, dans vos travaux, dans vos réflexions, quelles sont les modalités et les usages que vous avez identifiés? Quels sont les thèmes, quels sont les processus, finalement, du dévoilement de l'histoire? Alors, la première chose à laquelle on est arrivé, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que oui, il existait bien chez les Romains une instrumentalisation du passé. Et ça, c'était déjà en soi une nouveauté, enfin quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas, un résultat inattendu finalement. Après, voilà, on a différencié entre ces deux types de mémoire. Donc en ce qui concerne l'histoire, la mémoire vive, on a dégagé 3 motifs de justification des entrées en guerre par le recours au passé. Premièrement, les Romains veulent prendre leur revanche. Ils veulent prendre leur revanche sur une défaite, mais une défaite dont on se souvient encore ou dont les parents se souviennent encore. Deuxièmement, ils prouvent aussi la menace imminente d'un peuple ennemi par son histoire, l'histoire du peuple ennemi. C'est-à-dire que le peuple ennemi a tendance, par exemple, à être agressif. Et donc, on prouve cette agressivité actuelle par l'histoire. C'est-à-dire que comme ils ont toujours été agressifs, c'est un peuple agressif. Et donc, il faut, en prévention, leur déclarer la guerre. Et donc, troisième modalité, c'est justement qu'ils prennent en compte cette mémoire ennemie. C'est-à-dire que si, dans la mémoire ennemie, dans l'histoire des ennemis, il y a cette idée qu'ils veulent une vengeance contre les Romains, eux-mêmes, eh bien, les Romains vont vouloir entrer en guerre pour éviter, justement, préventivement, cette attaque. Sachant qu'à chaque fois, en fait, c'est ce thème de la peur et de la vengeance, donc des thèmes très émotionnels, en fait, qui sont mobilisés par les Romains. Donc en fait, finalement, c'est ainsi que les Romains réussissaient à accorder ce problème de la guerre juste, qui doit être justifié par quelque chose de présent, et cette histoire, puisqu'en fait, l'histoire sert à prouver une menace imminente. Voilà. Et deuxième point, donc pour ce que j'ai appelé les exemples, c'est-à-dire ces grands personnages de l'histoire, les choses étaient plus délicates et plus diverses. Alors, on a vu plusieurs phénomènes différents. Je prends des exemples concrets. Par exemple, Cicéron, lors de son conflit contre Marc-Antoine, lors de la guerre civile, va présenter Marc-Antoine comme un nouvel Hannibal. Donc Hannibal qui était l'ennemi carthaginois ancestral de Rome. Et donc, c'est par rapprochement, comme ça, des figures qu'il procède. Ce rapprochement, il peut être aussi sur les situations, des similarités entre les situations, et notamment des histoires très anciennes. Donc il s'agit là aussi de tirer les leçons de l'histoire pour éviter les désastres. C'est-à-dire qu'on va prendre, les Romains prennent un exemple ancien pour montrer que, par exemple, un débarquement a été inefficace et qu'il ne faut pas redébarquer au même endroit alors que ça s'est passé il y a peut-être 100 ans et que les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Enfin, à l'inverse, l'absence de tout précédent est aussi significatif. C'est-à-dire que les Romains sont très attentifs à ce qu'on appelle le mos maiorum, c'est-à-dire la coutume des ancêtres. Les Romains doivent toujours faire comme leurs ancêtres ont toujours fait. Et donc, lorsque César veut attaquer Pompée, eh bien, il l'attaque sur cet angle-là, c'est-à-dire ce que tu fais toi aujourd'hui, personne avant toi ne l'a jamais fait. Et donc là, c'est l'argument définitif, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la tradition des ancêtres, donc il n'est pas romain, donc on peut l'attaquer. Voilà. Et là aussi, en fait, ces 3 stratégies servent à effrayer ou à indigner. Il y a vraiment cet aspect de rhétorique et de rhétorique émotionnelle chez les Romains qui est très importante. Il faut bien comprendre, et je m'arrêterai là ensuite, que les Romains, en fait, interviennent dans des discours
ou au Sénat, ou des discours devant le peuple. Et donc, il y a cet aspect rhétorique et émotionnel pour convaincre les foules qui était important. Alors, pour continuer ce que je disais avant, pour ne pas transformer la guerre actuelle en un phénomène naturel et la conséquence du passé, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est la première guerre dans l'histoire entre un État russe et un État ukrainien. Parce que, comme je l'ai dit, la notion d'un État russe et la notion d'un État ukrainien sont assez récentes. Et que, alors, si on parle de la période soviétique, l'analyser comme un rapport qui a eu des répressions en Union soviétique, ça, tout le monde le sait. Mais par contre, il n'y avait pas d'opposition, comment dire, c'était un système qui s'étendait à l'échelle de tout le pays et qui s'appliquait à tous les citoyens soviétiques. Alors, avec des différenciations nationales, mais on ne peut pas retrouver d'entité qui soit une affirmation ukrainienne en tant que telle face à une affirmation russe en tant que telle, dans la mesure où la chape bureaucratique qui pesait sur le pays n'était pas définie par un critère national. Ça veut donc dire que les deux États qui s'opposent aujourd'hui sont des États qui sont nés en 1991. Et pour le coup, en tant que tels, qui ont eu un gros problème en 1991. Il faut quand même se souvenir que les deux premiers dirigeants de la Russie et de l'Ukraine, Boris Eltsine d'un côté et Leonid Kravchuk de l'autre, étaient deux anciens responsables du Parti communiste de l'Union soviétique. Kravchuk était même l'ancien responsable à l'idéologie du comité central du Parti communiste d'Ukraine. Donc, comment dire, ils gardaient un pouvoir qu'ils avaient déjà socialement avant 1991, mais ils devaient dorénavant le justifier sur des bases totalement nouvelles. Et donc le justifier sur des bases nationales, alors qu'auparavant, la justification du pouvoir de ces apparatchiks et nomenclaturistes était sur justement l'affiliation avec la révolution de 1917, etc. Et donc, on a vu un processus en Russie et en Ukraine assez différent dans les modalités, mais commun, de recherche d'un passé et de construction d'un passé à partir des années 90. Alors, mais même là, bon, clairement, aujourd'hui, on va se dire, bah oui, les Russes voulaient s'affirmer en tant que Russes et les Ukrainiens en tant qu'Ukrainiens. C'est pas si évident que ça. Pour plusieurs raisons. Alors déjà, le discours qui était le plus à la mode dans les années 90, c'était pas le discours national, c'était le discours libéral capitaliste sur le fait que, en sortant de la dictature communiste et de l'économie administrée, on allait aller vers l'avenir radieux. Donc du coup, il y avait tout. Je me souviens la première fois où j'ai visité le musée d'histoire contemporaine de Saint-Pétersbourg, qui était l'ancien musée de la Révolution d'octobre au siège du parti bolchevique. En fait, au premier étage, il y avait le bureau de Lénine qui n'avait pas bougé, mais au rez-de-chaussée, il y avait une exposition sur les grands entrepreneurs de Russie au début du XXe siècle. Donc voilà, le nouveau sens de l'histoire, c'était s'il n'y avait pas eu la révolution de 1917, la Russie serait devenue un pays capitaliste riche. Et en Ukraine, alors, il y a une historiographie nationaliste qui s'est développée un peu mécaniquement à coup de subventions. C'était très visible dans les librairies. C'est-à-dire que dans les années 90, les gens avaient bien autre chose à faire que d'acheter des livres d'histoire. Mais il y avait quand même des petits financements pour des publications universitaires. Et donc, il y avait une espèce de nationalisme mécanique où, en fait, des profs blanchis sous le harnais soviétique, donc qui pendant des années
années avait fait des trucs avec des citations de Lénine, Marx, Engels pour prouver que c'était des processus de classe qui étaient à l'œuvre, mais d'un seul coup, ils avaient changé de répertoire de citations et ils prouvaient que la nation ukrainienne avait toujours cherché à s'affirmer. Mais ça prenait pas beaucoup. Il y a un chercheur dans les années 90 qui avait publié un livre sur le nationalisme ukrainien qui s'appelait, c'était en anglais, Minority Faith, donc une foi minoritaire. Donc c'était pas quelque chose de prévalent. Et c'est bien pour ça que je dis que s'il faut aller chercher les raisons de la guerre, il faut aller les chercher ailleurs que dans l'histoire. Mais par contre, à partir du moment où les États sont renforcés en tant qu'États nationaux, où est-ce qu'ils pouvaient aller chercher un discours historique? Du côté russe, ça a été de plus en plus dans le passé impérial. Et là, pour le coup, il y a une vraie inflexion à partir de l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, qui donc d'une part va beaucoup plus solliciter cette grandeur russe d'avant 1917 et qui, dans la période soviétique, va mettre totalement à l'écart la période révolutionnaire et les années 20 pour réhabiliter de façon pas totalement assumée l'héritage stalinien au nom du fait que Staline a su construire un État fort. Et du côté ukrainien, on va aller chercher dans l'historiographie nationaliste telle qu'elle a commencé à se construire au XIXe siècle et au XXe siècle. Mais encore une fois, à l'origine, c'est quelque chose d'assez mécanique. Par contre, dans les deux cas, même si c'est des processus, encore une fois, où on sent pas quelque chose, ça part pas de la population, etc., c'est transmis par les moyens de l'État, c'est-à-dire que peu à peu, les programmes scolaires deviennent de plus en plus orientés sur la construction nationale, sur la grandeur nationale, et que, évidemment, alors dans le cas russe, comme on retourne vers l'idée d'un empire, eh bien, cet empire se définit par rapport à des forces centrifuges qui sont donc les ennemis de l'empire. Et donc les Ukrainiens ne sont pas les seuls, mais vont être parmi les poils à gratter de la construction impériale russe. Et inversement, du côté ukrainien, la Russie va servir d'ennemi. Alors sachant qu'il y avait quand même le choix au niveau des ennemis. Dans les choses assez paradoxales aujourd'hui, c'est l'amitié polono-ukrainienne, alors que dans le mouvement nationaliste ukrainien, pendant très longtemps, grosso modo, on ne savait pas trop choisir qui était le pire ennemi entre la Pologne et la Russie, mais sachant que les deux étaient considérés comme les ennemis jurés de l'affirmation nationale ukrainienne. Et donc tous ces processus-là ont entraîné beaucoup de contradictions, et par exemple, il y a eu beaucoup de frictions historiques sur le terrain historique entre la Pologne et l'Ukraine depuis les années 90, parce que, par exemple, le parti au pouvoir actuellement en Pologne, le parti Droit et Justice, donc qui est un parti nationaliste d'extrême droite, lui-même à plusieurs reprises a mis en avant les contentieux avec les Ukrainiens. Et là aussi, du côté polonais, il fallait choisir à chaque moment qui était l'ennemi principal, si c'était les Russes ou les Ukrainiens. Et ça a voulu dire beaucoup de revirements sur certaines questions historiques qui d'un seul coup étaient mises en avant ou au contraire mises sous le boisseau. Mais sachant qu'à plusieurs reprises, on a quand même vu, à condition qu'il y ait eu une volonté politique, des dirigeants politiques très volontairement justement s'asseoir sur certaines questions historiques pour arriver à faire des ponts. Alors par exemple, à la fin des années 90, le président ukrainien Kuchma et le président polonais de l'époque, qui devait s'appeler Kaczynski, si mes souvenirs sont exacts, ont inauguré ensemble la rénovation d'un cimetière à Lviv, qui était un cimetière où il y avait tout un carré consacré aux combattants polonais
qui, en 1918, avait empêché les nationalistes ukrainiens de garder la ville de Lviv et en avait fait une des premières conquêtes de la Nouvelle-Pologne de Pilsudski. Et donc, il y avait eu une cérémonie commune des deux présidents, donc quelque chose de symboliquement très fort pour un peu pacifier ce passé. Et de la même façon, au niveau russo-ukrainien, il y avait eu des commissions pour l'écriture d'un manuel d'histoire commun, alors qui n'aurait pas été le manuel de tous les écoliers en Ukraine et en Russie, mais qui aurait été un manuel complémentaire sur les relations des deux pays. Et au niveau des relations russo-polonaises, il faut quand même se souvenir de la commémoration du massacre de Katyn ordonné par Staline, où Vladimir Poutine s'était agenouillé. Il y a une photo comme ça où on voit Poutine agenouillé à côté d'un soldat polonais en uniforme traditionnel avec le couvre-chef à 4 pointes. C'est-à-dire que voilà, il y a eu des moments où il était possible de faire ce geste, ce type de geste. Alors, petite gymnastique, il faut revenir un petit peu en arrière. Je reviens sur ce que j'ai appelé les omissions dans la proclamation. Finalement, c'est ces références au passé qui sont présentes mais sans être précisées. Et donc, ça m'a conduit à mener une petite enquête pour retrouver les 6 épisodes en question. Et là, bon, l'enquête, pas besoin d'être Holmes ou Nestor Burma pour retrouver les choses, puisque Patrick Pearse lui-même, dans des textes précédents, de quelques mois précédemment, plus longs, destinés à un autre public, avait précisé tout ça. Donc évidemment, j'ai retrouvé ces références. Alors, ce sont les soulèvements depuis 1641 jusqu'en 1867. Dans le livre, je reviens sur chacun d'eux, mais pas ici. Ici, ce que je voudrais rapidement montrer, c'est que, en fait, l'enquête m'a permis de mieux comprendre à quoi servent ces allusions, même qui sont faites ou pas faites, mais qui sont quand même là. Elles ne servent pas à dénoncer, par exemple, des faits précis ou à mettre en avant des griefs particuliers, chose qu'on trouve, si je ne me trompe pas, par exemple, dans la Déclaration d'indépendance américaine. En revanche, elles servent, ces allusions, plutôt, je crois, à signifier en quelques mots une continuité historico-mythique, hein, pour le coup, qui permet d'inscrire le présent de l'insurrection, 1916, en acte, là, dans une longue généalogie de la résistance armée, hein, une longue généalogie, un cycle rébellionnaire de 300 ans, quand même, jamais interrompu, ce qui est faux, si on regarde des choses. D'autant plus qu'au XIXe siècle, le mouvement national de masse qui se développe se construit sur le principe de ne pas utiliser la violence armée contre l'ennemi britannique qui est trop puissant. Donc vous voyez, il y a quelque chose de paradoxal un petit peu là-dedans. Ce que je peux tirer de ce travail critique un peu, c'est que finalement, on a affaire à une lecture dans la proclamation à la fois mythique et conflictuelle du passé. Parce que là, l'ennemi, en revanche, il est bien précisé, hein, dans toute la proclamation, où finalement, les références au passé sont peu nombreuses, mais elles donnent le ton à la proclamation et elles renforcent cette dimension guerrière, proclamation de guerre aussi, hein. Et avec 1916 proposé comme peut-être comme nouvelle épreuve et peut-être la dernière sur le chemin de l'émancipation politique. Ça montre, ça m'a permis aussi, et là en dialogue, en voyant ce que proposent les autres, aussi de montrer que finalement les usages belliqueux de l'histoire ne sont pas seulement mobilisés, enfin n'apparaissent pas seulement pour justifier des conquêtes, des invasions, la colonisation, dans d'autres articles, ou la répression face au peuple colonisé, mais on retrouve finalement le même type de mécanisme, avec des finalités différentes, mais le même type de mécanisme mobilisé par des groupes qui luttent, qui résistent et qui tentent de légitimer leur guerre de libération à travers les événements du passé aussi. Voilà. Alors, même exercice que tout à l'heure, y a-t-il des questions, des volontés d'intervention? Oui? Il y a longtemps que j'aurais voulu la poser à Eric, mais en passant, une petite question à notre ami
dont j'ai oublié le nom, spécialiste de la Rome antique, Sophie. Donc, lorsque vous parlez des Romains, de qui parlez-vous? Parce que quand on globalise comme ça toute une histoire autour d'une population, alors j'entends bien ce que vous dites et je connais la manière dont les antiquisants, on parle des Grecs, on parle d'Athènes démocratiques, enfin bref. Mais là, à propos de la guerre, justement, ou de la justification, de la légitimation, ça me semble un tout petit peu globalisant, mais peut-être que je me trompe, hein, dans la mesure où les sources sont quand même, comme vous l'avez dit, extrêmement réduites. Une question à Éric, ou globalement peut-être à vous tous, j'aurais peut-être pas appelé le volume « L'histoire sert à faire la guerre ». Vous l'avez emprunté à Hérodote et au cours fameux dont j'ai oublié le nom. Comment s'appelle-t-il? Le collègue géographe, qui est Lacoste. Histoire, ça sert, la géographie sert à faire la guerre. Mais à vous écouter, j'ai l'impression que ça serait plutôt l'histoire sert à entretenir la guerre. J'entends bien, moi, ce que tu dis, Éric. Alors là, oui, convaincu, bien sûr. Mais dans la mesure où il y a une forme de résistance. Une résistance collective, on peut l'appeler comme on veut. Donc là, je pense, je ne sais pas si c'est le nationalisme, je ne sais pas si c'est cette expression qu'il faudrait employer, mais les protagonistes, qu'ils soient combattants ou non, vont chercher des arguments pour unifier quelque chose qui peut-être ne l'était pas. Et du même coup, le nationalisme naît, il me semble entendre là, je crois, autant que je me souvienne, les arguments de critique à l'égard de Rosa Luxembourg à propos du nationalisme. Mais c'est quelque chose d'important là-dessus. Et si je me souviens bien, enfin si j'ai en mémoire le livre, non pas celui-ci, mais le livre de Laurent qui vient de sortir sur O'Connell, les belligérants, donc, au fur et à mesure que l'ennemi se dessine, prennent des arguments. Seulement, les belligérants, lesquels sont-ils? C'est-à-dire que tout ce que tu nous as dit, Éric, c'est quand même des belligérants d'État, des hommes de pouvoir. Et il faut voir aussi, c'est un petit peu la raison pour laquelle je vous posais la question sur la Rome antique, il faut savoir exactement si la population lambda, mais je ne sais pas si c'est possible à l'heure actuelle de saisir le processus de pensée de cette plus exactement de l'expérience de pensée de cette population, qu'est-ce qu'elle mobilise. Mais je suis intimement convaincue que dans ces cas-là, on est peut-être contraint de mobiliser. J'ai en tête les conflits ancestraux, ça n'a strictement rien à voir avec ce qui précède, mais quand même entre Nanterre et Saint-Denis, hein, entre l'Ouest et l'Est. Et là, à l'heure actuelle, ils sont en train de correspondre de manière extrêmement véloce et extrêmement... ils collaborent là. Tous les exilés, les sans-grades de Nanterre et Saint-Denis pour résister à une attaque. C'est pas Nanterre, c'est une population de Nanterre qui se sent agressée, mais je suis pas sûre que la totalité de la population de Nanterre ne soit pas concernée par ce qui s'est passé, l'exécution, c'est presque de ce jeune. De ce jeune qui vient d'être exécuté. Donc, c'est un processus qu'il faut voir dans l'événement. Et bien sûr, si on le voit à très long terme, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, bref, je suis trop longue. Vous avez compris ce que je voulais dire. Merci. Alors, sur l'usage du mot « les Romains », en fait, on est un petit peu contraint à cette généralisation, tout simplement par manque de sources. C'est-à-dire que accepter... non, mais même sur cette question-là, c'est-à-dire que effectivement, ceux dont on a la trace, ce sont les élites politiques qui impulsent les choses et qui font les discours, etc. Après, on sait que c'est quand même une république et que la guerre est votée par le peuple, par l'ensemble du peuple en assemblée. Donc là, tout l'enjeu, en fait, c'est justement de voir comment cette histoire est instrumentalisée par ces élites politiques à destination du peuple.
peuple dont on a perdu la voix. On peut pas. Mais in fine, la décision, elle est collective et elle engage l'ensemble de la cité, donc l'ensemble de la cité des Romains. Alors après, on peut faire des raffinements aussi entre Romains et alliés. Là, voilà, je parlais uniquement des citoyens romains qui prenaient la décision puisqu'ils avaient la domination sur leurs alliés et sur après les provinciaux sur lesquels ils avaient la main. Donc oui, on a la voix des élites. Quelques élites, et malheureusement, on n'a pas la voix des autres. Mais il y avait quand même ce vote, ce consensus autour de la guerre. Donc finalement, s'il y a quand même vote et consensus, c'est que quelque part, ces manières de faire, et je vais en reparler après, ils sont quand même pas naïfs, le peuple. Alors, ça anticipe un peu sur la troisième question, mais allons-y. Comment dire, j'ai un peu peur que, qu'au niveau de justement des gens qui ne sont ni des responsables politiques, ni des historiens réels proclamés, etc. Les usages de l'histoire se font en fonction de ce qui circule, mais de ce qui circule au même titre que circule tout un tas d'images, y compris aussi publicitaires, etc. Alors, je vais donner un exemple qui, à mon avis, est le plus frappant. Donc, à partir de la fin 2013, il y a un rassemblement sur la place de l'Indépendance à Kiev, donc en ukrainien, place de l'Indépendance, Maïdan Nezalezhnosti, donc le Maïdan, avec une répression qui va crescendo jusqu'au fin janvier, début février, où en l'espace à peu près d'une semaine, il y a une centaine de personnes qui sont tuées par balle sur la place. Alors parmi eux, il y a quelques policiers, mais c'est de l'ordre de 1 pour 10 ou 1 pour 20. Et là, il y a un slogan qui s'impose, c'est « Gloire à l'Ukraine, gloire aux héros ». Et slogan qui est devenu... donc, il s'impose à l'époque sur le Maïdan, mais... Depuis le 24 février 2022, c'est quasiment devenu la devise du pays et le président Zelensky termine toutes ses allocutions par « Gloire à l'Ukraine ». Alors pendant longtemps, j'ai cru que c'était qu'il avait des réserves sur le slogan lui-même dont je vais raconter l'histoire. Et en fait, quelqu'un m'a déniaisé en disant « Mais non, il dit gloire à l'Ukraine et tout le monde devant sa télé répond gloire aux héros ». C'est pour ça qu'il ne va pas jusqu'au bout du slogan. Sauf que ce slogan-là, donc, il a une histoire. Il date de la fin des années 20 et de la création de l'OUN, l'Organisation des nationalistes ukrainiens, qui est donc une organisation marquée à l'extrême droite. Il n'en fait pas partie, mais celui qui l'inspire théoriquement est un dénommé Dmitro Dontsov, qui est le premier traducteur d'extrait de Mein Kampf en ukrainien dès la publication en allemand. Et c'est au sein de cette organisation que Stepan Bandera s'affirmera comme le leader d'une aile encore plus radicale pratiquant des attentats terroristes dans la partie de l'Ukraine actuelle qui est alors sous domination polonaise, donc essentiellement la région de Lviv. Et donc c'est un slogan « Gloire à l'Ukraine, gloire aux héros » qui sera le slogan de l'armée insurrectionnelle ukrainienne créée par des partisans de Bandera qui, à partir de 1942-1943, mais qui, entre 1941 et 1943, était pour la plupart des cadres des gens qui avaient participé à la police supplétive allemande, la Polizei, et qui, à ce titre-là, avaient rassemblé les Juifs pour les emmener sur les lieux d'exécution. Alors, évidemment, moi j'entends gloire à l'Ukraine, gloire aux héros. Je peux pas dire que... Enfin, voilà, ça me choque. Le problème, c'est que pour être choqué, il faut connaître cette histoire.
et que, alors, un Ukrainien lambda ne la connaît pas forcément, mais j'irai plus loin. Moi, j'avais été frappé et choqué en 2014 par une collègue soviétologue qui travaillait sur la Seconde Guerre mondiale, qui avait été à un meeting de soutien au Maïdan à Paris et me racontait, et à la fin, on a tous crié « Gloire à l'Ukraine, gloire aux héros ». Et je lui dis « Mais tu sais d'où ça vient ?» Et elle me dit non, alors que c'est quelqu'un qui a travaillé sur la Seconde Guerre mondiale en Union soviétique et sur l'extermination des Juifs, entre autres. Et donc c'est là, et encore une fois, si une historienne professionnelle peut tomber dans le panneau, clairement, un Ukrainien lambda confronté à la répression en 2014 et confronté à la guerre en 2022, il est bien évident que gloire à l'Ukraine, gloire aux héros. Pour lui, les héros, ça va être en 2014 les gens qui ont été abattus sur le Maïdan, et en 2022 les gens bombardés par les Russes. Donc c'est là où il y a tout un nœud. Le problème, c'est qu'en même temps, ces choses-là ne prennent de sens que parce qu'il y a des entrepreneurs mémoriels, des gens qui ont une politique historique pour mettre en circulation tous ces symboles. Et de la même façon, du côté russe, bon, bah, vous avez sans doute entendu parler de la justification de la tentative d'invasion de l'Ukraine par la dénazification. Alors là aussi, on est dans quelque chose alors qui pour beaucoup d'ex-soviétiques peut avoir une résonance. Tout le monde a entendu parler. Alors quand j'étais petit et que je suis allé en Union soviétique, on parlait de 20 millions de morts. Aujourd'hui, on pense plutôt qu'il y en a eu 26 millions sur, à l'époque, une population de 160 ou 170 millions de personnes. Donc en appeler à la lutte contre les nazis, ça semble une évidence. Alors même que, et ça a été peu relevé par les commentateurs, le terme de dénazification est dans le monde russe, est une invention de Vladimir Poutine. Jamais à l'époque soviétique on ne parlait de dénazification, pour la bonne raison qu'on ne parlait pas de nazis à l'époque soviétique. C'est-à-dire que suivant les schémas mis en place dans le mouvement communiste et dans l'internationale communiste, on ne parlait pas de nazis mais de fascistes hitlériens. C'est-à-dire qu'on considérait que l'archétype c'était le fascisme italien et que le nazisme était un dérivé, un exemple de cet archétype. Et donc, à l'époque soviétique, alors les soviétiques ont participé à la politique de dénazification en Allemagne avant le début de la guerre froide, donc sur une période extrêmement brève. Puis en plus, bon, Vladimir Poutine parlant de dénazification, il y aurait quand même aussi beaucoup de choses à dire sur ce qu'a été la dénazification en Allemagne, où en fait, et les Américains et les Soviétiques ont récupéré les gens dont ils avaient besoin pour leurs programmes spatiaux ou pour leurs services d'espionnage, et évidemment, ceux qu'ils récupéraient étaient automatiquement blanchis, dénazifiés, et voilà, à part les gens jugés à Nuremberg et puis des personnages de seconde zone, tous les autres ont été recyclés par les ex-alliés devenus opposants. Donc c'est là où à la fois va y avoir des appropriations par les gens, et il faut savoir que dans le culte de la Grande Guerre patriotique, comme on appelait la Seconde Guerre mondiale en Union soviétique, ce qui a fait ce qui marche beaucoup en Russie, c'est ce qu'on appelle le régiment immortel. Donc le fait que les gens défilent le 9 mai avec le portrait de leur ancêtre qui a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que ça, c'est pas une initiative du pouvoir à l'origine. C'est quelque chose qui est parti de province, au-delà de l'Oural, si mes souvenirs sont exacts, et plutôt dans les milieux d'opposition, où c'était des gens qui, justement, face à la résurgence du discours soviétique de l'époque Brejnev, complètement rigidifié, de glorification des héros de la Grande Guerre patriotique, localement, je crois que c'est dans une radio, ils avaient eu l'idée de dire faisons-en quelque chose de vivant en parlant de nos ancêtres. Et
là encore, ça a été totalement récupéré par le régime, alors même que ça ne venait pas du régime. Donc c'est là où on se retrouve pris dans des... Alors, comment dire, dans des interventions de l'État ou d'organismes para-étatiques, et où on se retrouve pris dans des discours malgré les intentions de ceux qui font usage de ces discours. Merci. Alors, une question, je vais essayer d'être une question précise pour Laurent, en prolongeant un petit peu ce qu'a dit Michel. Donc, et puis une question différente sur, en particulier à Eric, mais à tous les intervenants et intervenantes, sur la question du rapport entre être historien et une forme d'éthique ou pas. Est-ce qu'il y a une déontologie de l'historien ou pas? Enfin, bon, c'est une question qu'on peut considérer comme rhétorique, mais qui me paraît intéressante de soulever là. Alors, la question pour Laurent, qui parle entre guillemets, tu as dit que c'était Patrick Pearse, donc qui portait l'affiche. Alors, pour simplifier, mais ça colle peut-être pas du tout, comment Michel Foucault avait démonté ce qu'il appelait la fonction auteur, le signataire, le garant et le rédacteur. Du coup, là, on pourrait dire que Patrick Pearse est le garant, en quelque sorte, et en même temps, tu l'as dit, le principal rédacteur, ou un des principaux. Et est-ce qu'il signe? Et sinon, qui est-ce qui est censé signer cette affiche de façon officielle? Est-ce qu'il y a une signature? Et du coup, cette signature parle au nom de qui? Voilà pour la question pour Laurent. Et sinon, ce qui m'a frappé dans ce que tu disais, Eric, et ce n'est pas du tout une critique, tu as dit j'ai entendu telle chose, et pour moi, étant donné ce que je sais, j'ai été choqué par... Voilà. Et du coup, là, ça contrevient, et ça me paraît tout à fait inévitable. Et je renvoie aussi à ce que tu disais, Michel, ta question sur ce qui se passe en ce moment. On pourrait penser que ça contrevient à l'idée de l'histoire, c'est dans la distance et dans la scientificité. Et puis, du coup, la mémoire, c'est... Voilà, tu as parlé toi-même, comment dire, Eric, d'entrepreneur mémoriel. Or, en fait, il y a quelque chose... Alors, qui est évidemment plus facilement mise à distance lorsqu'il s'agit de l'histoire romaine, lorsqu'il s'agit d'histoires plus anciennes, mais qui en même temps nous implique d'une façon ou d'une autre. Et nous, c'est un nous collectif, nous, historiennes, historiens, ou pas, point d'interrogation. Voilà, deuxième question. Oui, merci pour ta question. Alors, j'ai regardé la signature telle qu'elle est écrite. On signait pour le gouvernement provisoire, et là, il y a 7 noms, les 7 membres du gouvernement provisoire, parmi lesquels Pearse, mais effectivement, Pearse est l'auteur peut-être unique, peut-être presque unique. Il y a peut-être Connolly qui aurait écrit le fameux paragraphe un petit peu plus social, mais on n'en est même pas sûr. Hein. C'est vraiment Pearse qui écrit ça, et on retrouve dans ces 40 lignes à peu près en condensé et dans une perspective d'action les centaines de pages qu'il a écrites par ailleurs. Donc c'est vraiment lui. Et j'ajouterais que ce qui est très intéressant dans cette... il y a la dimension notamment de ce qu'on pourrait appeler la philosophie sacrificielle de Pearse, hein, qui est là, présente. Hein, et les morts qui se sont sacrifiés pour la cause sont là pour dire aux vivants que c'est à eux de faire advenir cette lutte qui n'est pas encore advenue, et peut-être ils auront eux-mêmes à se sacrifier, etc. etc. Vous voyez, la dimension sacrificielle, c'est le Christ rédempteur aussi, il y a tout ça, et effectivement, hein, les 15 signataires... les 7 signataires, pardon, font partie des 15 qui ont été arrêtés, jugés, exécutés dans les 2-3 jours après, hein, dans la semaine qui a suivi l'insurrection. Et en fait, je voulais terminer tout à l'heure, mais je vais le faire maintenant, comme ça, j'aurai pas besoin de reparler, par 2 citations qui montrent ça, hein, et j'anticipe un peu sur la suite, mais l'heure avance. Devant la cour martiale, voilà ce qu'il dit: « Nous semblons avoir perdu. Nous n'avons pas perdu. Combattre, c'est gagner. Nous sommes restés fidèles au passé et nous transmettons une tradition au futur. » Voilà. Ça, c'est le texte de Pearse
quelques heures avant sa mort. Et en lisant ça, en ce sens-là, oui, il a gagné, parce que la tradition, ensuite, 1916 est devenue une référence. Les martyrs de 1916, dès la guerre d'indépendance 1919-1921, jusqu'à la guerre en Irlande du Nord, dans les années 70 et 80. Et vous connaissez peut-être, et je terminerai par ça, Bobby Sands, donc le gréviste de la faim, prisonnier politique, qui n'est pas reconnu comme prisonnier politique, donc il lance une grève de la faim pour cela. Bobby Sands, au bout de 66 jours, meurt de la grève de la faim. Et quelques semaines plus tôt, il avait écrit dans son journal, qui est connu, la phrase suivante. Et là, l'écho avec Pierce est impressionnante. Il écrit ceci: « Je peux mourir, mais la République de 1916 ne mourra jamais. En avant vers cette République et la libération de notre peuple. » Donc en avant vers cette République de 1916 qui n'est jamais advenue, mais c'est quand même en allant en avant vers cette République. Et vous voyez, le lien, l'écho, là, il est très fort. Sands aurait sans doute pu signer aussi la proclamation de 1916. Voilà. Oui, on continue d'anticiper, donc je vais dire comme Laurent. Mais alors, l'histoire, c'est une prise de distance, mais justement, comment dire, je ne demanderais pas mieux que ces histoires de stalinisme, de nationalisme ukrainien, je ne demanderais pas mieux que ce soit de vieilles histoires avec lesquelles on puisse prendre de la distance. Le problème actuellement, justement, c'est que c'est réactualisé tout en étant complètement détourné, et qu'il n'y a plus cette possibilité de prise de distance. Et à mon avis, c'est ça qui est extrêmement grave. Et c'est en même temps, comment dire, disons, entre le Maïdan et la guerre, avec une collègue genevoise, Corina Macher, et un collègue ukrainien, Andriy Portnov, on avait porté un projet qui s'appelait Histoire partagée, mémoire divisée, donc qui portait là-dessus. Je dois avouer que j'en ai retiré un... Alors, on espérait mettre notre petite pierre à l'édifice, justement, de la Concorde. Alors, bon, objectivement, on n'a pas empêché la guerre, ça c'est une évidence. Mais même ce qu'on avait constaté, par exemple, en organisant des colloques, c'est que, par exemple, on se retrouvait dans des colloques où... et donc ça, avant 2022, c'était sur la période 2016-2019. On organisait des colloques où, en fait, tout le monde était russophone et où on parlait en anglais, parce que c'était plus possible d'adopter le russe comme langue commune. Voilà. Et là, encore une fois, bon, on peut personnellement, je le regrette, mais je peux l'expliquer, et on se retrouve perpétuellement pris là-dedans. Et le problème, c'est que actuellement en Russie, comment dire, il y aura forcément d'une façon ou d'une autre, peut-être malheureusement de manière marginale, une remise en cause du discours historique, mais ça voudra dire justement une démarche, non pas de, je pense politiquement, non pas une démarche de retour vers l'histoire et d'explicitation de l'histoire, mais une démarche de refus de cette histoire-là. Et pour le coup, alors là, je reviens à mes bases, c'est-à-dire la révolution de 1917. Quand on pense à ce qu'était le mouvement futuriste, à ce qu'était l'attitude des marxistes russes et notamment des bolcheviks par rapport à l'histoire russe, c'était vraiment une opposition frontale à l'histoire nationale. Mais extrêmement frontale, et dans le cas des futuristes, c'était même un refus du passé théorisé. Clairement, je pense que en Russie, alors je pense que ça va cheminer, je pense, c'est pas tout à fait sur l'histoire, c'est plus sur la notion de patrie, mais il y a une chanteuse assez populaire, alors qui se retrouve comme beaucoup dans l'émigration, mais qui, quelques mois après le début de la guerre, a sorti une chanson qui fait dresser les cheveux, qui s'appelle « On t'apprendra à aimer la patrie, salope ».
et où elle reprend tous les éléments du discours poutinien et avec comme refrain « et on va t'apprendre à aimer la patrie, salope », et avec cette patrie qui tombe en ruine, cette patrie, etc. Dans le cas ukrainien, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'au contraire, on est dans une phase de consolidation et de construction. Par exemple, quelque chose qui explose en ce moment, qui existait de façon très marginale, mais qui est devenu, qui est passé dans le langage courant, c'est d'analyser l'histoire de l'Ukraine en termes post-coloniaux, décoloniaux, et avec une collision entre l'usage de ces termes-là dans le monde occidental et l'histoire locale. Alors que, honnêtement, étant le ressortissant d'un État qui a quand même dominé la moitié de l'Afrique, et dans quelles conditions, je trouve quand même plus que limite de parler de colonialité dans le cas de l'Ukraine, etc. Voilà. Mais sauf que là, c'est quelque chose qui a, en très peu de temps, est passé de quelques cercles d'historiens en partie formés en Occident et plutôt de gauche, là maintenant c'est dans la loi. C'est-à-dire qu'en 2015, il y a eu une loi de décommunisation, donc qui était une loi de lutte contre la propagande pour le totalitarisme nazi et communiste. Mais là, au printemps dernier, il y a eu une loi de dérussification et qui porte très officiellement l'appellation de décolonisation de la toponymie en Ukraine. Voilà. Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps ou est-ce que... Ah, alors une autre question, pardon. Oui, alors c'est à la fois pour Laurent et Eric Honoble. Il y a un truc qui me gêne un petit peu, Eric, c'est que j'ai l'impression que vous mettez... C'est très difficile de savoir, je crois que personne n'a réussi à savoir comment se construit un sentiment national. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas du tout le truc que disait Staline, il y a une langue, un machin, etc. C'est quelque chose qui est parfois assez délétère. Et il y a quand même un élément dans la construction de ce sentiment national ukrainien, alors que vous n'avez pas du tout évoqué, je pensais surtout aussi par rapport à l'Irlande, qui est la famine. Alors on peut dire, comme disait Orwell, tous étaient égaux, mais certains étaient plus égaux que d'autres. C'est vrai que la répression a touché à peu près toutes les républiques. Certains ont quand même été plus frappés que d'autres, notamment que ce soit les Baltes, que ce soit les Polonais, les Allemands, même avant la guerre, les trucs avant la guerre, et notamment les Ukrainiens. Alors c'est vrai qu'il y a eu, dans la collectivisation, là aussi, toute la paysannerie a été frappée, mais une partie a été quand même nettement plus frappée que d'autres. Et je ne vais pas rentrer dans l'histoire du génocide, etc., qui, à mon avis, manque d'intérêt, sinon peut-être dans la construction. Mais il y a une mémoire, quand même, de la famine en Ukraine, comme il y a eu une mémoire très forte de la famine en Irlande, de la grande famine en Irlande, qui est quand même une des colonnes vertébrales, justement, de ce sentiment national. Alors, qui est effectivement doloriste. Ce que vous disiez sur le rapport entre le catholicisme et ce sentiment, on le retrouve aussi, par exemple, beaucoup en Amérique latine, ce genre de choses. Voilà, donc je crois qu'on ne peut pas... Parce que quand on vous écoute, je pense que ce n'est pas du tout votre sentiment. On a parfois l'impression que ce sentiment national est une espèce de création des États. Mais ce n'est pas totalement vrai. Parce que, par exemple, le sentiment national polonais, il a été quand même assez vivace, même quand il n'y avait pas d'État, et je dirais presque parce qu'il n'y avait pas d'État. Parce qu'il n'y avait pas d'État. Maintenant, les choses ne sont jamais fixes. C'est pour ça que c'est très compliqué, parce que des fois, ça change très très vite. Vous parliez des relations polono-ukrainiennes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été de l'amitié entre les peuples pendant quand même des sacrées décennies. On regarde aujourd'hui quand même quel est le pays qui a le plus ouvert à l'Ukraine, aux réfugiés ukrainiens, c'est la Pologne. Qui est-ce qu'aurait pu dire ça en 45-47 Franchement, c'était pas joué. Donc les choses peuvent changer très très vite, notamment dans un contexte de guerre. Et ce que vous dites sur la russification, moi j'ai lu beaucoup de choses, par exemple, de votre
collègue Anna Colin-Lebedeff, que vous connaissez tous, j'imagine, comment beaucoup de gens étaient en fait bilingues ou parlaient cette espèce de pataouette ukraino-russe avant la guerre, et avec la guerre, ne veulent plus parler russe. Voilà. C'est comme ça. Donc c'est quelque chose... Bah, non mais... C'était entre autres pour vérifier ça. Ben non, c'est pas vrai. Écoutez, je ne sais pas. Alors... Le bilinguisme reste la règle. Certainement, mais le rapport à la langue ne... très bien, fort bien, mais... Justement, moi, ça me gêne énormément... Alors, dans l'ordre, sur la famine, elle est le résultat de la politique, dans un premier temps de collectivisation, mais ça c'est 1930, mais surtout d'augmentation des exigences de l'État en termes de livraison de blé, si bien que les paysans, dans un premier temps, donner leurs récoltes, dans un deuxième temps, donner y compris leurs réserves personnelles, et dans un troisième temps, se sont retrouvés à donner les réserves de grains à planter pour l'année suivante. Et c'est là qu'on est passé à la famine. Le problème, c'est que cette famine, elle s'est étendue du nord du Kazakhstan jusqu'à l'Ukraine, en passant par tout le bassin de la Volga et le Kouban. Et d'ailleurs, ça a été au fur et à mesure que la famine devenait un pilier mémoriel de l'Ukraine à partir des années 90, c'est quelque chose qui a choqué en Russie. Et pas, on était avant Poutine, et je parle d'historiens, qui avaient l'impression d'un seul coup que, qu'on scindait un phénomène qui est un phénomène unique, cette famine. Alors ensuite, il est clair que le traitement policier de la famine n'a pas été le même suivant les endroits. Il reste que, mais là je le dis sous toute réserve, mais je l'ai lu récemment, que par exemple, c'est pas en Ukraine que le taux de mortalité pendant la famine a été le plus élevé. Voilà, ça c'est une chose. La mémoire de la famine, il se trouve que moi j'ai fait ma thèse sur, justement en partie sur la paysannerie. J'ai été interroger des vieilles personnes il y a une petite vingtaine d'années qui me parlaient de la famine, mais qui ne l'analysaient absolument pas dans des termes nationaux. Absolument pas, mais jamais. Et c'était des gens qui s'exprimaient en ukrainien. Par contre, clairement, à partir de la fin des années 89, il y a eu une construction de ça, et une construction qui s'explique. Je veux dire, je suis pas dans une théorie du complot, mais sauf que cette construction, quand même pour montrer à quel point c'est une construction, c'est que, alors, déjà, c'est bien avant même la Révolution Orange, le premier Maïdan, que ça a été commencé par un président qui était concurrencé par le Parti communiste à la fin des années 90 et qui, du coup, s'est mis à battre de la grosse caisse sur la famine, alors que lui-même était un ancien directeur d'usine de Dniepropetrovsk, Leonid Kouchma. Et donc là, ça s'est fait comme beaucoup de choses, y compris jusqu'à aujourd'hui, de manière très soviétique, c'est-à-dire il faut parler de la famine. Bah, du coup, on faisait des expositions sur la famine dans des régions qui ne faisaient pas partie de l'Union soviétique à l'époque. Et c'est y compris dans ces régions-là où la mémorialisation de la famine est particulièrement poussée. Et sur le bilinguisme, alors, encore une fois, tout dépend de qui on rencontre et de ce qu'on a envie d'entendre. Mais là, je viens d'y passer 15 jours. Le bilinguisme reste la norme. J'ai rencontré des interlocuteurs institutionnels. Je venais faire une enquête sur le fonctionnement des archives et des bibliothèques de recherche dans le cadre de la guerre. Sur 4 responsables institutionnels que j'ai rencontrés, il y en a une avec laquelle j'ai eu un dialogue. Je lui parlais russe, elle me répondait en ukrainien. Les 3 autres sont passés au russe. Par contre, ils écrivent systématiquement en ukrainien parce que c'est la langue officielle. Et à Kharkov, tout le monde continue de parler russe comme on a toujours parlé russe à Kharkov. À Kiev, c'est un peu plus mélangé et à Lviv, beaucoup plus ukrainien. Mais là-dessus, rien n'a changé depuis une bonne dizaine d'années. Par contre, clairement, tout le monde y va avec sa grille. Et le problème, c'est que, évidemment, dans les milieux intellectuels, et encore une fois, ça s'explique. Là, je ne suis pas en train de produire une critique de ça. Mais dans les milieux intellectuels, il y a une volonté d'affirmation. Et du coup, c'est forcément ces milieux intellectuels qui vont
qui vont avoir plus d'écho médiatique et par proximité sociale auprès des chercheurs. C'est ça aussi. Moi, je vais vous dire, au niveau linguistique, la seule chose que j'ai trouvée, comment dire, peut-être frappante sur l'usage de l'ukrainien à Kiev, c'est que justement, à Kiev, c'est une ville où il y a toute une partie des gens qui travaillent dans les magasins, dans les restaurants, qui sont des gens des campagnes environnantes plutôt ukrainophones. Ben, clairement, à une époque, ils faisaient plus ou moins l'effort de passer aux Russes en fonction de leur interlocuteur. Ils ne le font plus, et tant mieux. Je veux dire, moi, ça me gêne pas. Ça a changé. Pour le reste, ça a très très peu changé. Mais par contre, je vois bien pourquoi tout le monde a envie de voir ça maintenant. Alors, il me semble qu'il y avait une dernière question. Pour savoir, ça va un peu dans le même sens que ce que disait Michel sur les questions sociales, enfin des groupes sociaux, si une dimension genrée dans vos affaires, ça a un sens ou pas. Parce qu'effectivement, on parle de guerre, de relations internationales, d'histoire. Bon, tout ça, c'est très masculin dans la plupart des états de la société. Donc, je voulais savoir si c'était une problématique qui avait traversé certaines de vos interventions. Merci. Dans mon cas, malheureusement, non. Les citoyens romains, ce sont des hommes. C'est eux qui décident de la politique, c'est eux qui décident de la guerre. Les femmes, à l'époque, n'avaient pas voix au chapitre. Et surtout, on n'a pas conservé leur voix. Donc c'est impossible de savoir ce que les femmes pensaient là-dessus. Alors par contre, en histoire grecque, ça existe. Hein. On sait que par exemple que les femmes ont pu faire la grève du sexe pour empêcher la guerre. En histoire romaine, ça n'apparaît quasiment jamais. Alors, j'aborde pas la question dans mon article, mais il y a eu des travaux là-dessus. Et là-dessus, la différence entre la Russie et l'Ukraine est assez marquée. C'est-à-dire qu'en Russie, justement, comme on est dans la défense de la famille traditionnelle, ça veut dire que même dans les usages historiques, la femme, c'est la mère, etc. Du côté ukrainien, justement, avec cette espèce de collision entre des discours académiques occidentaux et les préoccupations locales, on a vu surgir des choses. Par exemple, il y a une historienne qui travaille sur les femmes dans le mouvement bandériste et sur les formes d'émancipation paradoxale, donc d'émancipation féminine dans le cadre de mouvements fascistes qui prônent justement une vision de la patrie où les femmes sont à leur place en tant que reproductrices de la race. Dans le cas de l'insurrection de Pâques, sur les 1500 à peu près, 1500, 1600 participants, il y a quelques centaines de femmes qui sont présentes, essentiellement pour faire à manger, pour transmettre les messages aussi d'un lieu à l'autre, parce que les militaires britanniques, une femme à vélo qui va d'un lieu à l'autre, c'est moins gênant. Donc les ambulancières, il y a aussi même des infirmières, une ou deux femmes médecins qui participent, et quelques femmes qui prennent les armes, 30, 40, 50 peut-être, avec difficulté dans certains régiments, notamment celui de Eamon de Valera, qui est devenu ensuite le grand homme politique, le grand leader politique de l'Irlande indépendante. Il ne voulait pas entendre parler d'une femme qui prenait les armes, mais il y en a eu qui ont pris des armes. Et j'ai une étudiante à Montréal qui a fait l'équivalent du mémoire de master, sur justement ces femmes qui ont pris les armes en 1916, puisqu'on a des archives aujourd'hui qui sont ouvertes, et qui montrent à quel point elles étaient présentes, pas nombreuses mais présentes, et à quel point il a été difficile pour elles ensuite de se faire reconnaître à la fois par les institutions et pour obtenir de l'argent parce qu'elles ont participé au combat, et puis ensuite dans la mémoire de l'insurrection. Je vous dis, c'est devenu la référence ultime dans le roman national irlandais au XXe siècle, mais les femmes ont été quasiment absentes jusqu'au début des années 2000. Depuis, il y a une vraie historiographie qui s'est emparée de la question et qui a, je ne sais pas si elle a suivi ou accompagné
un même mouvement dans l'espace public de reconnaissance de la participation de ces femmes à l'insurrection de 1916 et à d'autres événements dans l'histoire de l'Irlande. Mais il y a eu longtemps une chape de plomb là-dessus, oui. Et si vous voulez qu'on parle de la grande famine en Irlande, on pourra peut-être le faire en buvant un coup tout à l'heure, parce que là, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais voilà, ben oui. Mais non, parce que, voilà. Merci. Alors, comme le temps passe, nous avons pris le parti de ne pas poser la dernière question que nous avions préparée, qui concernait donc les échos, la réception. Si ? Alors, je pose la dernière question, alors. Parfait, très bien. Tout va bien ? Très bien. Alors, je pose ma dernière question. Voilà, qui était donc la suivante. Quels échos, quelles réceptions, quels effets, hein, les détournements de l'histoire que vous avez identifiés ont pu avoir à leur époque. Donc ça rejoint une partie des discussions que nous venons d'avoir. Et puis, ultimement, est-ce que des parallèles peuvent être faits avec l'époque contemporaine? Alors cette question s'adresse un petit peu moins à Eric, puisqu'on est dans l'ultra-contemporain, bien entendu. Est-ce que des parallèles peuvent être tissés donc, avec l'époque contemporaine? Et puis, ultimement, mais dans un temps restreint, de manière à pouvoir laisser aussi la salle poser une ou deux questions. Selon vous, alors, finalement, quelle utilité peut avoir l'approche critique de l'histoire face à ces dévoiements auxquels nous assistons aujourd'hui et par le passé? Donc, pour répondre à la première question sur les échos de ces effets de détournement de l'histoire, je pense qu'en fait, les citoyens romains n'étaient pas naïfs. C'est-à-dire qu'au contraire, ça prouve justement que les élites politiques s'adressaient à des citoyens éduqués et qu'ils savaient lire cette histoire, ils savaient lire ces arguments et ils savaient démêler le vrai du faux. Hein, c'était un public éclairé. Et dans le cas que j'ai évoqué dans l'article, hein, le cas de la Deuxième Guerre punique en 205, l'adversaire donc de Fabius Maximus, Scipion, lui oppose le fait qu'il a recours à des fables anciennes. Hein, avec ce mot fable, donc qui discrédite complètement toute manipulation de l'histoire dans les entrées en guerre. Donc ça laisse supposer qu'il y avait quand même une réflexion hein, donc de ces citoyens romains autour de quel usage on peut faire du recours à l'histoire dans le cadre de cette guerre juste, hein, qui les turlupinait quand même. Hein. C'était une question aussi religieuse, hein, de rapport avec les dieux. Donc c'était important pour eux. En ce qui concerne les parallèles avec l'époque contemporaine, bon, bien évidemment, c'est tarte à la crème et je dirais que l'histoire ne se répète pas, mais on peut tout de même dresser quelques points saillants et quelques parallèles. D'abord, le fait que voilà, ces hommes politiques et ces généraux romains étaient tout de même attentifs à leur réputation sur ce qu'on pourrait appeler une scène proto-internationale. Ils tenaient un discours à l'égard des autres, des tiers qui ne faisaient pas partie du conflit, pour pouvoir s'attirer les bonnes grâces des autres, je n'irai pas jusqu'à parler de nations, mais des autres peuples. Et ça, donc, c'est important, je pense, notamment, par exemple, dans le cas de Poutine, hein, il y a aussi cet aspect-là. Deuxièmement, l'instrumentalisation de l'histoire, en réalité, ne se fait jamais au profit de la cité entière. En fait, c'est en général un recours que font certains individus, des hommes politiques, des généraux, qui sont en position délicate en général, hein, par exemple César contre Pompée, ou certaines factions. Donc en fait, c'est à l'échelle des individus qu'il faut réfléchir, et pas de la cité entière ou pas de la nation. Voilà. Et enfin, tout de même, cette idée de diabolisation de l'ennemi que j'ai abordée avec Cicéron qui rapproche Marc-Antoine, son ennemi, de Hannibal, qui est la figure épouvantail pour lui à l'époque. Là, ça se retrouve hein, avec Poutine. On en parlait beaucoup de Poutine et des nazis. C'est vraiment une forme de diabolisation de l'ennemi qui, déjà, à l'époque, pouvait exister. Je pense que je vais passer la parole.
Très rapidement, parce que j'ai déjà abordé un peu ces questions. Sur l'utilité de l'approche critique de l'histoire, encore une fois, là, je suis devenu assez pessimiste, mais pas juste depuis le 24 février, c'est plutôt depuis 2014-2015, y compris parce que d'ailleurs, dans le cadre de ce projet, bon, j'ai fait, et mes collègues aussi, on a fait des choses intéressantes, mais il y a quand même un moment où on a un peu l'impression de tourner en rond et de tomber toujours sur les mêmes problèmes. En fait, on n'en sort pas trop parce que sur le fond, il s'agit bien d'usage politique de l'histoire. Donc, je dirais que le mot important là-dedans, c'est politique, pas histoire. Donc, il y a des usages politiques de l'histoire, mais c'est pas l'histoire qui va résoudre ces usages politiques, c'est la politique. Et y compris, j'en veux pour preuve le fait qu'en Ukraine, donc j'ai dit qu'il y avait cette influence de l'historiographie occidentale et de l'historiographie progressiste de gauche, etc. Et puis il y a aussi des historiens, des jeunes historiens engagés. Alors, je dirais que leur tactique depuis un certain nombre d'années, ça a été un peu les exemples là, c'est-à-dire de trouver des Ukrainiens de gauche dans l'histoire, des fois même des bolcheviks ukrainiens, en disant oui, mais eux, c'était vraiment des Ukrainiens. Je suis pas persuadé. Alors si, ça a peut-être un rôle, je dirais, de cohésion sinon d'un groupe ou moins d'une tendance d'idées, mais j'ai pas l'impression que ça ait grande influence sur l'espace public, parce que dans l'espace public, ce qu'on va entendre, c'est ce sont des héros ukrainiens. Et donc, tant qu'à faire, tout le monde va à ceux qui sont les plus connus, et ceux qui sont les plus connus n'étaient pas spécialement progressistes ou de gauche. Donc voilà, c'est sans doute un peu la limite, mais ça ne veut pas dire que le travail d'historien ne serve à rien, mais par contre, ça ramène à mon avis à quelque chose, à savoir que si on pense à nos expériences personnelles, à ce qui nous a amené à l'histoire ou à ce qui nous a fait réfléchir, c'est pas forcément, justement, c'est des hasards de lecture, un titre qui accroche, etc., etc. Et ça, je pense que ça reste possible en Ukraine, mais même en Russie, et que voilà, il y aura des chemins qui vont se faire comme ça, même si en ce moment, on ne peut pas dire que ce soit une attitude critique vis-à-vis du roman national qui prévale. Alors, moi, je vous ai déjà parlé tout à l'heure de Bobby Sands et de cette récupération, en tout cas de cet usage de 1916 dans le conflit nord-irlandais. Et finalement, je pourrais vous parler quelques minutes, mais rapidement, des commémorations de 1916. Et quand on parle de commémoration, finalement, 1916, il y a deux événements en Irlande, qui concernent l'Irlande. Il y a les Pâques sanglantes, d'un côté, mais de l'autre côté, il y a la bataille de la Somme. La bataille de la Somme, le tout début, 1er juillet 1916, le régiment unioniste, donc anti-indépendance irlandaise, des protestants unionistes irlandais, qui sont aussi des Irlandais, et qui donc est décimé. Il y a 5000 morts en une journée, morts et disparus. Et donc, tout le long du XXe siècle, ensuite, jusqu'à aujourd'hui, on commémore, en Irlande du Nord en particulier, la bataille de la Somme, le sacrifice, un autre sacrifice de sang, pas celui pour la République d'Irlande à Pâques, mais pour la nation britannique, et montrer à quel point l'Irlande, c'est le Royaume-Uni. Donc ça, c'est une première différence. Après, si on regarde 1916 seulement, c'est très intéressant parce que pendant au moins 3 décennies, il n'y a quasiment pas eu de commémoration. Pourquoi ? Parce que la guerre d'indépendance, c'est 1919-21, mais ensuite, 21-23, c'est la guerre civile en Irlande, entre les combattants, les frères d'armes d'hier, pour des raisons sur lesquelles je ne vais peut-être pas revenir maintenant, mais en tout cas, les combattants de 1916 s'entretuent pendant 2 ans. Donc après, à partir de là, il est impossible quasiment de parler de 1916. Qui est légitime pour en parler? L'État finalement constitué, ceux qui étaient contre l'État parce que l'État n'était pas assez radical, c'est un État libre, c'est pas une république, les autres voulaient que ce soit une république, donc on s'entretue. Et puis ça dure comme ça pendant un certain temps, jusqu'au centenaire, pour aller vite, au cinquantenaire, je vais vite, en 1966, où là le cinquantenaire est utilisé pour dire voilà, c'est fini notre moment où on pouvait plus parler, et donc 1916 redevient le point nodal de l'indépendance de l'Irlande, le point de départ de la Révolution nationale, etc. Donc 1966, il y a énormément de commémorations très irlando-irlandaises.
Le 75e anniversaire, c'est 1991. C'est la guerre en Irlande du Nord. Ça redevient impossible au Sud. Il n'y a pas de commémoration quasiment. Parce que comment commémorer le souvenir de combattants illégitimes ou illégaux ou clandestins qui ont pris les armes contre l'État, alors même que au Sud, en République d'Irlande, on condamne les soldats de l'IRA, qui sont eux-mêmes, qui se revendiquent eux-mêmes les descendants de ceux de 1916. Donc ça devient un truc terrible. Il ne se passe rien en 1991 quasiment. Et le centenaire en 2016, où là, bon, j'étais assez âgé pour y aller, et donc là, c'est autre chose. Il y a effectivement une ouverture, l'idée d'une histoire partagée, où on commémore 1916 moins sur un mode belliqueux que sur un mode de réconciliation avec les protestants. On parle de la Somme aussi, on commémore tout ça. Souvenez, enfin, dans ces moments-là, dans ces années-là, la reine d'Angleterre est venue aussi rendre hommage aux soldats irlandais qui avaient combattu pendant la Grande Guerre sous les drapeaux britanniques, mais aussi elle a rendu hommage aux combattants de 1916, la reine Elisabeth, dans les années 2010. Là. Donc voilà, c'est l'histoire du souvenir de Pâques 1916, c'est quelque chose qui fluctue au cours du temps et en réponse évidemment à l'actualité, à chaque actualité qui évolue. Voilà, cette fois j'arrête. Alors peut-être une ou deux dernières questions avant la fin. Non, tout le monde a... Si, ah là si, quand même, une. Enfin, un petit mot pour dire combien c'est passionnant. Et, enfin, voilà, malgré la fatigue, je vous aurais bien encore écouté très, très longuement. Oui, une question, il y en aurait beaucoup, mais une question, comment est-ce que du coup, est-ce que vous pourriez dénommer ou pas votre rapport à chacun d'entre vous à l'histoire que vous faites? C'est-à-dire, en gros, je vous donne deux positions et j'avais parlé de déontologie tout à l'heure, pas parce que je pense qu'elle est nécessaire, ça pourrait être presque une forme de lieu commun, mais entre observation participante, est-ce que, par exemple, Eric, ça ressemblerait un peu à ça, ou ça n'a rien à voir, ou une forme d'anachronisme au sens Nicole Leroux du terme, par exemple, pour Sophie Hulot, c'est-à-dire depuis le présent, aller enquêter sur ces Romains si loin de nous, et puis en même temps des formes d'échos paradoxaux, et puis, toi, Laurent, tu te sens très passionné par l'Irlande au départ, peut-être, sans doute, enfin, et puis finalement ça se déplace, et puis ça, voilà. Est-ce que ça n'a aucun sens de se situer dans d'où que tu parles, comme disait-on il y a très longtemps, ou est-ce que c'est intéressant de réfléchir dessus? Ça n'a pas d'objet, ça vous questionne ou pas? Voilà. Bon. Disons que, d'abord, je crois que l'histoire appartient pas aux historiens, c'est un lieu commun aussi, mais bon, on peut tous avoir un point de vue, une réflexion à partir de ça. Personnellement, c'est parti. Je suis allé en Irlande, et en Irlande du Nord, en 1991, justement, pour faire un peu peur à mes parents. Et en fait... Après, là-bas, j'ai essayé de comprendre. Et c'est ça, en fait. Le truc, c'est qu'à partir de ce moment-là, j'ai été happé par cette histoire-là que je ne comprenais pas. Parce que moi, en tant que Français, j'allais à Belfast, j'allais dans tous les pubs. Aussi bien chez les protestants que chez les catholiques. Il n'y avait pas de problème. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça, en fait. Mais c'est mon rapport à ce passé qui est, au départ, une forme de curiosité. Mais au fur et à mesure de ma carrière, enfin... je rattache ça à des grands questionnements plus larges et j'essaie de trouver en Irlande des manières de répondre à ces grands questionnements. Sur mon livre sur O'Connell, c'est qu'est-ce que c'est qu'un héros, qu'un leader populaire, on va dire. Voilà. À travers l'exemple de l'Irlande, j'essaie de construire quelque chose à partir de là. Mais je me sens... oui, j'aime beaucoup l'Irlande, mais je suis en aucun cas, là pour le coup, partie prenante du combat nationaliste des Irlandais. Si on veut aller par là. J'ai jamais soutenu, d'une manière officielle ou non d'ailleurs, une cause ou l'autre. C'est pas mon objectif quand je travaille sur l'Irlande.
Après, j'ai des positions personnelles, mais ça qu'intéresse personne ici, en fait. Bon, alors si on raconte sa vie, la première fois que j'ai été en URSS, je devais avoir 13 ans, et le premier truc que j'ai réussi à déchiffrer en russe, c'est nous ferons le plan quinquennal en 4 ans. Donc réellement, je crois que mon envie de faire de l'histoire est venue de là, parce que ça n'avait aucun sens. Et c'était un pays où, quand on venait de France, et voilà, de la petite bourgeoisie plutôt de droite et tout ça, mais alors c'était un pays où rien n'était à la même place. Donc ça a excité ma curiosité. Quant à l'Ukraine, la première fois où j'y suis allé, c'était 6 mois après l'effondrement de l'URSS à l'été 92. Les frontières étaient gardées par des gens en uniforme soviétique, mais ça faisait 6 mois que l'Union soviétique n'existait plus. Et donc je revois un officier qui vendait les visas pour $25 et qui semblait échapper d'une affiche de propagande de la Seconde Guerre mondiale. Il était blond, il avait toujours l'uniforme, l'espèce de vareuse, la gymnastiorka, etc. L'Ukraine, elle se construisait, c'était un chaos, alors qu'on trouvait de la même façon en Russie. Alors sur l'observation participante, oui, je reprendrai le mot. J'en ai eu l'intuition, et alors là d'ailleurs j'ai un vrai on en a parlé une fois, un vrai désaccord avec Anna Colin-Lebedev. Je me suis retrouvé une fois, j'avais une collègue qui enseignait dans une académie militaire à Kharkov vers 2015-2016, et du coup qui m'invite à faire 2017 à faire une conférence devant ses étudiants, donc tous en uniforme, qui n'ont osé poser des questions qu'après que les officiers aient pris la parole. Et donc il y a la question, à l'époque je faisais un travail sur les milices armées du parti bolchevique dans le cadre de la guerre civile en Ukraine. Bon, j'ai expliqué sur quoi je travaillais, hein, en me disant je vais bien voir les réactions, et donc un officier dit bon, ce que vous nous dites là c'est bien gentil, mais en quoi ça nous concerne? Et je me suis retrouvé à improviser un truc sur justement comment on forme des unités militaires sur des bases politiques en période de guerre civile. Et pour le coup, alors c'était pas totalement une improvisation, parce que j'avais eu la grande surprise de trouver des photos sur ces milices du parti bolchevique pendant la guerre civile sur le site de la Garde nationale ukrainienne, qui est la structure qui a intégré les bataillons de volontaires, dont le fameux bataillon Azov. Et donc, ça voulait dire que sur le site, ça a dû être nettoyé depuis, mais vers 2015-2016. Sur le site, donc, à l'ouverture du site, vous aviez le bataillon Azov, le bataillon Haïdar et tout un tas de jeunes gens de la même eau. Et puis, quand on allait sur la partie historique, on trouvait des combattants de 1920 posant avec le drapeau rouge, la faucille et le marteau. Et pour le coup, je pense que là, il y a une vraie pertinence à réfléchir sur les deux périodes, parce que, encore une fois, moi ce qui me frappe, c'est que ce qu'on a vu à partir de 2014, c'est des gens s'engager dans des formations armées sur la base d'un sentiment politique. Pas forcément très clair, mais je suis pas persuadé que les combattants de la guerre civile avaient lu tout le Capital avant de signer, ou avaient lu toute l'historiographie nationale ukrainienne s'ils se mettaient dans les troupes de Pietroura. Et quelque part, j'ai envie de dire que même avec l'histoire de Prigojine, on reste là-dedans, parce qu'on est dans des formations qui sont pas officiellement des formations étatiques, et où donc il y a une part d'autonomie des acteurs, souvent pas pour le meilleur, mais voilà. Et de ce point de vue-là, oui, je pense qu'il y a une vraie pertinence à raisonner sur l'un et l'autre en même temps. Et dernière chose, j'étais en Ukraine en avril 2014, au moment où ça a vraiment commencé dans le Donbass, et clairement, en tant qu'historien, ça m'a déniaisé. C'est-à-dire sur le fait qu'une guerre, il n'y a absolument pas besoin que les gens veuille la guerre pour qu'une guerre démarre. Ça, je l'ai vu en temps réel avec tous mes amis d'opinions très diverses qui me disaient « mais non, on ne veut pas la guerre ». 15 jours plus tard, c'était fait et on ne pouvait plus revenir en arrière. Alors, en ce qui concerne l'histoire romaine, évidemment, le problème, c'est la distance temporelle.
qui a pour conséquence le fait qu'en tant qu'historien de l'Antiquité, on se sent un rôle social quand même bien moindre que nos collègues contemporanéistes. Donc c'est vrai qu'on garde plus de distance, d'objectivité. La participation, l'observation participante n'est pas possible. En ce qui concerne l'anachronisme, et Nicole Laureau, l'éloge de l'anachronisme, il faut être très prudent. C'est-à-dire que je suis d'accord avec elle sur le fait que l'anachronisme sert à faire réfléchir. Du moment que ça permet d'engager une réflexion, c'est positif. Mais il ne faut pas s'arrêter là. C'est-à-dire que ce qui prime quand même, c'est la manière dont les acteurs du passé pensaient. Et ça, on ne peut pas s'arrêter à l'anachronisme. Il faut restituer la complexité de leur pensée. Et parfois, ça nous paraît impossible parce qu'on est enferré dans nos propres manières contemporaines de penser les choses. J'ai par exemple beaucoup travaillé, moi, sur la question du génocide. Est-ce qu'on peut parler de génocide dans l'Antiquité romaine? Est-ce que César a fait un génocide? Pour moi, la réponse est claire, c'est non. On ne peut pas plaquer cette réalité contemporaine sur des faits et des manières de penser qui étaient antiques. C'est bien trop complexe pour plaquer une étiquette comme ça, anachronique. Mais j'ai quand même réfléchi là-dessus. C'est-à-dire que le fait d'engager la réflexion sur le génocide nous fait progresser parce qu'on trouve de nouvelles choses. C'est herméneutique. Voilà ce que je voulais dire sur mon approche de l'histoire. Ah, et moi. Alors, pour moi, j'ai fait un baccalauréat scientifique et les mathématiques qu'on me faisait faire en première et en terminale ne faisaient pas de sens pour moi. Et donc, je suis venu à l'histoire pour trouver du sens. Et c'est de la justification a posteriori, tout ça, mais ce livre-là, les autres livres que j'ai pu diriger, dans lesquels j'essaye toujours d'avoir une profondeur historique qui remonte jusqu'à l'Antiquité, même si je suis moderniste, et d'aller jusqu'à l'actualité très contemporaine. Pour moi, c'est une véritable nourriture intellectuelle. Ça me permet de penser. En lisant l'article de Sophie et de Simon, en lisant l'article d'Hélène Cyr-Antoine sur le Moyen-Âge, en lisant l'article de Laurent, l'article d'Éric, je réfléchis, je vois quelles sont leurs problématiques, quelles sont leurs manières d'analyser les sources, et ça me nourrit. Ça nourrit ma pratique au quotidien. Et donc voilà, si je devais terminer, voilà, moi je suis venu à l'histoire pour faire sens. Voilà. Oui, je voudrais juste dire un dernier mot, c'est que si vous voulez acheter le livre, vous pouvez venir me voir. Et puis, ça c'est un dernier mot sur ce livre, donc la version Léméac, mais n'oubliez pas aussi qu'il y aura bientôt une version française, Septentrion, et donc je vais redonner la parole à Benjamin pour en parler. Hein? Oui, peut-être juste Stéphane, juste pour un mot sur la sortie au précipité. Oui, non, rien du tout. Donc vous savez que c'est une collaboration entre le Canada et la France. Donc l'éditeur canadien a eu un petit peu d'avance sur nous et le livre est déjà sorti depuis un mois d'avril. Voilà. Quant au livre français, distribué en Europe, il sort début septembre. Un petit peu de patience, merci. Ah oui, c'est le dernier mot. Juste un dernier mot pour remercier Benjamin d'avoir coordonné cet ouvrage pas facile à coordonner, d'en avoir eu l'idée. Voilà.